tout le monde, c'est un plaisir d'être là, de vous partager ce sujet qui me tient à cœur. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que la fiction, j'adore ça. Et je tenais à vous partager un peu la conférence que j'ai présentée à l'Agilide de cette année, donc, qui parle de nos méchants préférés. Et en petite introduction, je voudrais d'abord commencer avec c'est quoi un bon leader d'après vous? Là, comme ça, dans le chat, Dark Vador, ouais. Est-ce qu'on a d'autres propositions de bons leaders? Thanos. Oh là 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 là. Il y a des motivés ici. Déjà, il y a le bon et le mauvais leader. Le mauvais leader, il valide, mais c'est pas pareil. Alors, ce que je vous propose, c'est en introduction, c'est de refaire un petit tour de vocabulaire. C'est de rechercher un peu un leader au final. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis allé un petit peu. Leader, c'est pas trop français. Je suis allé me renseigner, je suis allé voir dans le Cambridge Dictionary, avec un accent magnifique, vous le remarquerez. D'après nos amis anglo-saxons, si on va d'abord outre-Manche, c'est une personne qui contrôle un groupe, un pays ou une situation. Si on va un peu plus loin et outre-Atlantique, c'est une personne qui n'est pas en contrôle, mais qui gère ou contrôle d'autres personnes, spécifiquement par ses compétences ou sa position. Bon. On voit donc que c'est quelqu'un qui peut être amené à contrôler avec une intention derrière, qui va avoir des comportements par rapport à cette intention de contrôle et de gestion des personnes. Si on va maintenant en France et qu'on regarde la définition de Larousse, un leader, on nous dit, c'est une personne qui est à la tête d'un parti politique, d'un mouvement, d'un syndicat. Donc, on a d'abord une version très politique du leader. Et ensuite, c'est une personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le commandement. Donc, on a cette notion d'appartenance à un groupe, on a cette notion de comment je pourrais dire ça, de prise d'initiative, de mener les autres vers quelque chose. Du coup, vers quoi? Vers une vision qui est, on va dire, altruiste. J'ai bien dit on va dire, pas forcément dans les faits, mais l'idée est de diriger un groupe vers quelque chose. Avec une certaine cohérence entre les comportements et cette mission d'aller chercher quelque chose, une autre situation, et avec forcément une influence sur cet entourage. Alors avant de plonger dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, même si Nathalie a déjà fait une belle intro, moi je suis chez Exia depuis 2019. Je suis déjà moi depuis quelques années. À côté de tout ce que je peux faire pour Extia, je pratique l'escrime, j'ai pratiqué la photo pendant un temps. Je fais beaucoup de jeux de rôle, j'ai fait beaucoup de jeux de figurines également. Et j'ai lancé depuis récemment mon activité de coach professionnel en tant qu'indépendant, parallèle de mon activité d'Extia. Donc, ce sont des sujets que je creuse de plus en plus régulièrement maintenant sur les réseaux, chez Extia, chez mes clients aussi. Exactement, Fred, je suis un geek. Ce que je vous propose, c'est de plonger dans 4 univers, la littérature, les films, la télévision et l'animation, et de voir un peu 4 antagonistes en particulier. Je vous préviens tout de suite, il peut y avoir du divulgachage. Donc, vous êtes prévenus, même si on reste sur des références pas forcément très récentes. Voilà. Vous me connaissez, vous savez que moi, les références récentes, je ne suis pas trop fan. Je préfère les références qui sont un peu plus old school. Donc, je vous propose d'attaquer avec les séries et Tywin Lannister. On va faire un petit tour en Westeros où plus de 7 familles
se partagent la couronne. Et les Lannister, ce sont les pleins aux as. Et le chef de ces pleins aux as, c'est Tywin Lannister. Tywin Lannister, pour vous remettre un petit peu de contexte, c'est le patriarche, le cliché du chef de famille, c'est le parrain c'est l'équivalent du parrain dans Westeros. Il destitue la famille en puissance. Il mène plusieurs guerres, il fait plusieurs alliances. Il est père de 3 enfants, dont un qu'il voulait tuer et 2 qu'il bon, on va éviter de trop divulgacher, mais 2 enfants dont il n'est pas forcément fier non plus. Et au final, Tywin meurt avant la fin de la série, tué par son fils, non pas sur le trône de fer, mais sur le trône de céramique. De bois en l'occurrence. Les latrines, pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà. Et sa phrase fétiche, que l'on entend dès le début de son apparition, un lion ne se soucie pas de l'opinion des moutons. Car en effet, les Lannister sont puissants. Et ils n'hésitent pas à le rappeler tout le temps. Allons un peu du côté de l'animation pour ceux qui ont connu le prince d'Égypte. Je vous propose de parler de Ramsès également, qui est le fils de Séthi et frère de Moïse qui a été adopté. Et Ramsès hérite du trône laissé par son père. Pendant ce film d'animation, Moïse prend conscience qu'il est hébreu et il a une révélation, le buisson ardent, comme quoi il doit mener son peuple, les Hébreux, ailleurs et donc traverse la mer Rouge. Pendant ce temps, Ramsès, lui, il n'est pas trop pour. Lui, il a un royaume à diriger et les Hébreux font partie des esclaves qu'il ne veut pas laisser partir parce qu'il a un royaume à diriger. Et en tant que pharaon, il n'a pas le droit à l'échec. On va partir côté cinéma, on va aller côté Marvel, et on va parler de Magneto. Forcément, je vous parlerai du Magneto de Ian McKellen, parce que, voilà, désolé, choix personnel, je ne parlerai pas de l'autre Magneto, même si il est somme toute très bien, mais je préfère la représentation de Ian McKellen, choix personnel. Dans l'univers Marvel, plus précisément dans l'univers X-Men, on est dans un monde très contemporain avec des mutants, des humains avec des super-pouvoirs, et Magneto contrôle le métal. Spoiler alerte. Voilà, s'en étiez pas douté. Petite note, il a survécu à l'Holocauste et il a juré de se venger des humains qui sont inférieurs aux mutants. Et la paix n'a jamais été une option pour lui. En tout cas, la paix entre mutants et humains. Enfin, partons un peu dans la littérature. Forcément, je vous ai mis une citation du film, parce que les citations des livres ne sont pas très représentatives du personnage. Du film le plus récent des Trois Mousquetaires, du cardinal de Richelieu. On va parler du conseiller du roi Louis XIII. Les trois mousquetaires, qu'est-ce que c'est? C'est un Gascon qui monte à Paris pour devenir mousquetaire et il croise le chemin et le fer au passage avec 3 mousquetaires et ils se font menacer par les gardes du cardinal et ils finissent par tuer ces gardes du cardinal et se faire le cardinal pas dans la poche, justement. Dommage. Et d'après le cardinal, le roi n'a pas d'amis. Il n'y a que des sujets ou des ennemis. Vision très manichéenne de l'entourage du roi. Vous allez me dire, mais ils sont horribles. Ils sont tous horribles. Vous avez raison. Mais pourtant, il y a des choses qui font d'eux des bons leaders. La première chose, alors je vous le fais ou pas? C'est une vision. Pour ceux qui n'ont pas la référence de cette blague,
je vous invite à voir du côté de l'univers Marvel. Donc pour parler de vision, on va parler de quoi? On va parler d'un concept qui a été établi par Robert Dills, qu'on appelle les niveaux logiques. Les niveaux logiques, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui permet d'analyser les comportements des individus dans une situation, où on va parler de contexte. Et Robert Dills explique que dans un contexte donné, les individus ont des comportements spécifiques. Dans un contexte donné, ils ont des comportements. Ce qui les mène à avoir ces comportements, ce sont des compétences. Par exemple, un cuisinier va savoir couper dans sa cuisine des légumes pour faire sa soupe. Voilà. Pour quelle raison? Parce qu'il a des croyances, parce que ce cuisinier se dit que 5 fruits et légumes par jour, c'est bien. Voilà, c'est ses croyances. Et lui, en tant que cuisinier consciencieux, se dit, ben oui, je vais préparer de la soupe. Je vais préparer de la soupe. C'est ça qui me motive à préparer de la soupe. Enfin, c'est ça qui fait que je prépare de la soupe. C'est que je suis un cuisinier consciencieux. Parce que ma mission sur cette terre, en tant que cuisinier consciencieux, c'est d'apporter 5 fruits et légumes par jour à tous ceux que je vais nourrir. C'est pour ça que je fais de la soupe aujourd'hui. Métaphysique, peut-être. Mais du coup, je vous propose de partir un peu du côté de nos antagonistes parce que c'est plus ça qui nous intéresse. Concernant Tywin Lannister, on va passer le contexte qui est le monde de Westeros dans lequel il est et dans lequel Tywin Lannister règne d'une main de fer sur sa famille. Pour lui, c'est la stratégie, la politique et l'autorité qu'il a, naturelle, qui sont ses compétences. Et qu'est-ce qui le fait, au final, régner d'une main de fer sur sa famille? C'est la croyance que la peur est un outil qu'il faut utiliser. Pour lui, le seul moyen de se faire respecter dans Westeros, c'est d'inspirer la peur dans les yeux de ses ennemis. Et c'est ce qui en fait le gardien de la stabilité de sa maison. L'objectif pour lui, c'est que le nom des Lannister reste dans l'histoire et comme étant en posture de domination de tout Westeros. Et donc, pour cela, il s'identifie comme étant le gardien de cette stabilité et le gardien de cette suprématie des Lannister. Et si on redescend, voilà, c'est ce qui l'a mené à utiliser la peur comme son outil principal et donc à user de stratagèmes, de stratégie politique, de son autorité supérieure et de ses bourses bien remplies, parce qu'il faut le dire, les Lannister sont très riches, pour régner sur Westeros une bonne partie de la série. Si on va faire un petit voyage en Égypte antique, Ramsès, héritier de l'Empire d'Égypte, est contre le départ des Hébreux à la demande de son frère adoptif et ne veut pas que ça change, ne veut pas que les Hébreux, qui sont les esclaves d'Égypte, partent et provoquent un immense changement dans le royaume. Il a le sens des responsabilités, il a cette autorité également qui est plus divine, le pharaon qui est quand même le représentant des dieux d'Égypte sur Terre. Et pour lui, le changement, c'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose qui est inconnu, qui est instable. Et en tant que représentant des dieux, il se doit de garantir la stabilité et la grandeur de l'Empire d'Égypte. Commencez peut-être à voir des petits patterns récurrents sur déjà ces deux premiers personnages. Contre le changement, volonté de stabilité, on a toujours fait comme ça, pourquoi on ferait autrement? Voilà. Si on va un petit peu, si on revient de nos jours dans un autre univers,
Magneto est dans un monde où les mutants sont craints, voire détestés par les humains. Et ça mène à la rébellion des mutants, qui en ont marre de se faire persécuter, justement. Et c'est Magneto qui les mène avec charisme et beaucoup de résilience. On parle d'un survivant de l'Holocauste, quand même. Et pour lui, les humains ne changeront jamais. La preuve, il l'a vécu. Et il se voit comme défenseur des opprimés, défenseur de ses frères mutants, comme il le dit si bien, et a poussé à l'extrême le raisonnement et s'est dit, vu que les humains ne changeront jamais, c'est nous qui dominerons les mutants. C'est nous, mutants, qui allons régner sur les humains. Si on part du côté de Richelieu, on est dans une Europe dans laquelle la stabilité de la France est mise à sacrée rude épreuve. Au niveau de la politique intérieure et extérieure, au niveau de la religion également, parce qu'il y a toute cette opposition entre les catholiques et les protestants. En termes de comportement, manipulation politique, persuasion, diplomatie, assassinat, façade publique, beaucoup de comportements extrêmement toxiques. Mais pourquoi? Parce que le cardinal de Richelieu est un fin stratège et un très très bon communicant, que ce soit auprès du roi, de ses conseillers, ou auprès de la population. Et pour lui, la fin justifie les moyens. Tous les moyens sont bons pour que l'unité du royaume de France perdure, car c'est un servant du royaume. Et lui se voit comme justement ce garant de l'unité du royaume de France. Il ne sert pas le roi, il sert le royaume. Et il le dit plusieurs fois, aussi bien dans le livre que dans les films. Si on sort un peu de ces niveaux logiques de Dills, on a quand même le pattern de la stabilité, outre Magneto qui recherche plus la suprématie et le changement radical pour avoir vécu l'oppression. On a quand même cette recherche de stabilité de la part de nos leaders, au niveau de leur vision, au niveau de leur mission, et se voit comme les garants justement de cette vision. On est assez proche quand même de la définition qu'on a vue précédemment. Mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Parce que là, on est dans l'abstrait. Ils ont des styles. Oui, j'ai pris Cruella. Pour le style, j'ai difficilement trouvé mieux. Ils ont des styles de leadership. Et si on en croit Daniel Goleman, il y a 6 styles de leadership. Directif, visionnaire, affiliatif, participatif, exemplaire et manager coach. Ces 6 styles ont été étudiés dans les années 2000 et basés sur des modèles comportementaux qui ne sont ni bons ni mauvais. Il n'y a pas de bon ou de mauvais style de leadership, pour reprendre un peu le début de cette conférence. C'est plus une personne et une situation, et ça répond à un objectif qui est plutôt court terme si on suit les styles sur la gauche, et plutôt long terme si on suit ces styles plutôt sur la droite. Le style directif est basé sur l'obéissance. C'est toi, tu vas faire ça. Point. Le style affiliatif sera basé plus sur le relationnel. Bah écoute, j'aimerais bien que tu me fasses ça, ça me ferait plaisir. L'exemplaire va s'appliquer à lui ce qu'il attend des autres. C'est, bah écoute, moi j'arrive à l'heure tous les matins, j'attends que vous en fassiez de même. Le visionnaire, c'est celui qui a quelque chose de loin et partagé. Je rêve d'un monde où. Le participatif, il va se baser sur la confiance en ceux qui le suivent. Écoutez, j'aimerais bien que vous m'approuviez. Qu'est-ce que vous souhaitez, par exemple? Et enfin, le manager coach qui va aider au développement personnel de tous ceux qu'il va leader.
Il va leur poser des questions. Bah, écoutez, quel est votre... là, dans la situation actuelle, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez changer? Et on va faire en sorte que cette vision se réalise. Voilà. Quelques exemples de situations qu'un leader pourrait avoir avec ces 6 styles. Si on en prend pour Tywin Lannister. Tywin Lannister, pas trop dans l'affiliatif. Il ne va pas attendre de se mettre les personnes dans la poche. En tout cas, d'un point de vue relationnel. D'un point de vue relationnel désintéressé. Il ne va pas être non plus dans la participation. Lui, c'est son point de vue. C'est tout. Il est visionnaire. Il est directif. Il est exemplaire. La preuve, la première scène encore, que je vous ressortirai peut-être encore par la suite, dans la première scène, c'est lui qui dépece un cerf. Pas un soldat, c'est pas n'importe qui d'autre. Même lui, il fait le sale boulot. Et il n'a aucun problème à le faire. Et il va essayer de faire réfléchir parfois Jaime ou d'autres personnes dans la série. Il va essayer de les faire réfléchir. Certes, pour servir ses intérêts, mais aussi pour les faire grandir parce qu'il estime qu'ils peuvent être utiles à sa vision. Si on regarde du côté de Ramsès, il est directif et visionnaire, c'est tout. Pourquoi il n'est pas affiliatif, participatif? Parce que c'est l'envoyé des dieux. Pas besoin de l'opinion des autres, c'est lui qui décide. De la même manière, pas besoin d'exemple. Il est par essence l'exemple. Il n'y a pas de question à se poser que lui applique telle ou telle chose. De la même manière, faire grandir les autres, non, ils n'ont qu'à suivre. Magneto, quant à lui, il n'y a que l'affiliatif qu'il n'a pas. C'est pas forcément quelqu'un qui va être basé sur l'affect. Il va faire participer d'autres mutants par rapport à ses décisions, même si souvent il va le faire quand il sait que la vie va tourner en sa faveur. Il va toujours faire grandir ses pairs, tant que là encore, ils peuvent servir ses intérêts. De la même manière, il s'applique une discipline stricte qu'il va attendre de ses collaborateurs, j'allais dire, mon Dieu, de ses co-mutants qu'il fasse de même. Là encore, directif et visionnaire, on le conserve. Et enfin, Richelieu, directif, visionnaire, voilà. Manager coach. Pourquoi? Parce que tout simplement, il cherche aussi à faire grandir ceux avec qui il travaille, tant qu'ils peuvent servir ses intérêts, bien sûr. Il va s'en fiche un peu de la vie des autres. Là encore, il sert le royaume, une cause beaucoup plus grande. Et pas la cause du peuple. Donc, pourquoi le faire participer, le peuple? Aucun intérêt. Et c'est un noble, et c'est un membre du haut clergé. Aucune raison de montrer l'exemple. Il est bien au-dessus de ça. On remarque quand même, là encore, une similitude entre tous ces personnages. C'est ce côté très directif et visionnaire qui permet à la fois d'être sur le court, le long terme, et en même temps, des styles supplémentaires qui peuvent s'ajouter, notamment le manager coach, notamment l'exemplaire, selon les situations. Donc là, on a des choses on a une vision, on a un style de management. Maintenant, il faut l'appliquer. On va parler des nuances de pouvoir. En voilà un bel anneau de pouvoir d'ailleurs. 5 nuances de pouvoir exercé qui ont été définies par les psychologues French et Raven dans les années 60, enfin, juste avant les années 60, 1959. C'est pas si loin que ça. 5 nuances coercitives, le pouvoir coercitif, le pouvoir de légitimité, le pouvoir de récompense, le pouvoir d'expertise et le pouvoir de référence.
Le coercitif, vous en doutez, est basé sur la punition, la peur, les menaces, de manière plus ou moins subtile. Aussi bien la baston que la manipulation, le rejet, le harcèlement. Le pouvoir de légitimité, basé sur le statut et la position, le titre. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, tout à fait Fred. Le pouvoir de récompense, comme son nom l'indique, si tu travailles bien, tu auras une augmentation, tu auras des avantages extrinsèques. Voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin supplémentaire. L'expertise, j'exerce le pouvoir parce que j'ai tout à fait les compétences pour le faire, tout simplement. Et j'ai l'expérience pour le faire. Et le pouvoir de référence, basé sur la capacité à influencer par le respect et la confiance venant des autres. Et plus sur quelque chose, là encore, sur un aspect très relationnel. À savoir que, aujourd'hui, on définit que le pouvoir de référence et le pouvoir d'expertise sont beaucoup plus stables que le reste. Dans le sens où le pouvoir de récompense n'est pas forcément le meilleur pour toutes les situations, il est bien pour du court terme, mais là encore, ce n'est pas la meilleure manière d'exercer le pouvoir. De la même manière que le coercitif qui vise à punir, qui est l'extrême opposé. Et le pouvoir de légitimité, ben, dire j'ai décidé parce que je suis chef, ben oui, ok, mais est-ce qu'il y a d'autres arguments un peu plus factuels que de fait de dire que tu es chef et que tu as en effet décidé? Si on va du côté de Westeros, ben, Tywin Lannister, très dans le coercitif, dans la légitimité, parce que ben, c'est le patriarche des Lannister, tout simplement, et c'est la famille la plus puissante. Donc, why the fuck not? Et quant au pouvoir d'expertise, forcément, c'est un grand stratège militaire, très bon en économie, très bon en communication, très bon en politique. Donc, il sait de quoi il parle. Mais ce n'est pas sa manière d'exercer le pouvoir principal. Ramsès, quant à lui, est clairement coercitif et pouvoir de légitimité, tout simplement parce que, là encore, c'est lui le représentant des dieux en Égypte. Et donc, qui voudrait s'opposer à la volonté divine? Pas besoin de montrer qu'il sait mieux que les autres, pas besoin d'attendre l'aval des autres. Éventuellement, une petite récompense de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Ça permet de confirmer un peu son autorité. Magneto, quant à lui, est très coercitif, mais en même temps expert. C'est un des mutants les plus puissants, et il ne le cache pas. Au contraire, il le montre. De temps en temps, il récompense, petite tape sur l'épaule, petit compliment. Et ça motive, ça motive. Il ne va pas être référence, là encore. C'est pas quelqu'un qui va chercher à se faire des amis, à se faire des bonnes relations. Du moins pas de manière désintéressée, là encore. Et punir, il va rejeter tout simplement ceux qui ne veulent plus le suivre, ceux qui ne sont plus utiles, il va les rejeter. Et la violence à tous les niveaux. Spoiler alert, Richelieu, sur le coercitif, ben, il y est également. Sur la légitimité, il y est également. Son rôle fait qu'il est. Son rôle, sa posture et sa volonté de faire par une grande partie de non-violence physique, je vais dire comme ça, fait qu'il place la récompense un peu plus haut que ses équivalents. Mais là encore, c'est ni un expert ni une référence. Alors vous allez me dire, alors, ok, ils ont une vision, bon, ils exercent quand même tous le pouvoir de manière très coercitive, plus aussi de par leur statut que par d'autres manières qui sont plus stables aujourd'hui d'exercer le pouvoir de management, enfin le pouvoir de leadership, pardon. Me dire, ouais, bon, ils sont pas mauvais parce que bon, Tywin, il s'est hissé quand même au trône de Westeros, si c'est pas forcément longtemps. Magneto,
Ça reste un des mutants les plus puissants qui a mené un groupe significatif, mené des combats où ils ont presque failli gagner avec du scénarium qui va bien. Richelieu, il a quand même eu un impact significatif, que ce soit dans l'histoire réelle que dans la fiction. Ramsès n'en reste pas moins un monarque reconnu en Égypte. Ils sont bons. OK. Maintenant, qu'est-ce qui leur manquerait, d'après vous, pour être excellent? Petite question comme ça. Considérez les gens qu'ils dirigent, réellement les faire évoluer pour qu'ils restent loyaux. Il leur manque quoi? Ah, de l'empathie, l'acceptation du peuple. Se faire trahir, c'est un peu leur spécialité. Ah oui aussi. Ok. L'empathie. Alors vous avez un peu donné la réponse, l'empathie en effet. On va parler plus d'intelligence émotionnelle. Imaginez, je vais vous demander d'imaginer. Alors ça peut être difficile, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Tywin Lannister, stable, influent, plus silencieux, qui écoute et arbitre au lieu de décider seul. Imaginez-le, qui fédère au lieu d'écraser les autres. Ça fait envie, non? Qui écoute un peu, qui est à l'écoute des besoins de sa famille, plutôt des membres de sa famille, et qui ne va pas forcément se dire c'est le nom de la famille avant tout le reste. Et peut-être un Tywin qui suit une thérapie. Imaginez Tywin en thérapie. Ou en coaching aussi, ça peut marcher. Qui est dans un espace sécurisé pour exprimer sa vulnérabilité. Qui, du coup, est un peu plus. Qui relâche un peu plus, en fait. S'il a vraiment sur lui. Imaginez un peu ce que ça donnerait. Imaginez encore Ramsès qui, plutôt que de se dire le changement c'est mauvais, se dit ben, et si les choses pouvaient être différentes? Si la nation qu'il porte, la nation dont il porte la responsabilité, pouvait faire autrement, pouvait avoir autre chose que ce qu'elle a toujours fait. Et s'il acceptait de douter et d'être différent de son père qui a mené un certain exemple? Imaginez également Magneto, qui a vécu la persécution avec une forte présence. Si Magneto, plutôt que de chercher la rébellion et la violence, cherchait plutôt à bâtir un pont entre les mutants et les humains, et qu'il guérissait de sa colère, et qu'il essayait d'écouter un peu plus ce que les humains ressentent et de leur poser des questions, d'essayer de comprendre et pas d'écouter pour répondre. Et une dernière petite chose, imaginez Richelieu qui considérerait que l'humain n'est pas fait que d'action, mais aussi d'émotion, et qui n'utiliserait pas la peur pour diviser, mais plutôt de la transparence et de la confiance pour fédérer. Ah oui, là je suis dans des grosses utopies, hein. Je suis dans les transformations des histoires, dans les transformations de la fiction. Et ça, par exemple, en admettant ses erreurs, en partageant, en se remettant en question là encore. Bref, toutes ces petites choses, hein, toutes ces petites portes ouvertes qui pourraient mener à des résultats différents. Et maintenant, je vous invite à réfléchir dans vos équipes, chez vos clients, peut-être chez vous. Vous connaissez des personnes qui
ont des comportements similaires, pas tout le temps, j'espère, mais qui peuvent avoir des comportements similaires. Et imaginez ce que ce serait s'ils changeaient une petite chose, une toute petite chose, pour mener les projets, les personnes différemment. Imaginez ça. Et je vous invite, maintenant que vous l'avez imaginé, qu'est-ce que vous pourriez faire pour mener à ce résultat qui serait un peu meilleur pour vous dans votre vision du monde?